Fidèles internautes de Prime News TV Monde, heureuse de vous retrouver encore une fois sur cette émission de décryptage de l'actualité nationale. Actualité exclusivement consacrée aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Vous le savez, la Commission électorale nationale autonome Sénat a publié ce week-end les résultats provisoires pour le compte des élections du 11 janvier 2026. L'Union progressiste Le Renouveau arrive en tête avec 41,15% des voix devant le bloc républicain, 36,64%, tandis que les démocrates obtiennent 16,14%, la FCBE 4,86% et Moël Bénin 1,21%. Pour ce nouveau numéro de votre émission Prime Politique, nous recevons un acteur politique. Avec lui, nous allons analyser un peu ces résultats provisoires. Alain Diou, bonjour. Bonjour, madame. Je rappelle que vous êtes économiste, consultant et ancien ministre. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois, je crois, dans votre studio ici. J'en profite pour saluer les internautes et leur souhaiter une très très bonne année 2026. Nous souhaitons également nous vivre les meilleurs à vous et à votre famille. Merci à vous. Alors, le Bénin a organisé le dimanche 11 janvier dernier des élections communales et législatives couplées, une première dans l'histoire politique du pays. Avec le recul, cette innovation institutionnelle vous paraît-elle pertinente et adaptée au contexte béninois? On démarre par là. Si je répondais oui ou non, ça va vous surprendre. Alors je réponds oui et non. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une première. En 1991 et en 2011, le Bénin avait organisé au cours de la même année des élections législatives et une élection présidentielle. Quand nous étions sortis de la conférence nationale, nous avons retenu l'un des acquis de la conférence, c'est que tous les 4 ans, on renouvelle le Parlement et tous les 5 ans, on renouvelle la présidence de la République. Le plus petit multiplicateur commun de 4 et de 5, c'est 20. Donc, tous les 20 ans, 4 fois 5 et 5 fois 4, ça fait 20. Donc, tous les 20 ans, ces deux élections se rencontraient au cours de la même année. Donc, ce n'est pas la première fois que le Bénin a organisé au cours d'une même année 2 élections. Et en 2008, la Sénat a organisé les élections couplées, les municipales, communales et les locales. Ce sont les élections les plus difficiles, les plus lourdes, parce que les candidats sont les plus nombreux. Mais c'est vrai, donc c'est pour dire, c'est pas la toute première fois. Mais c'est vrai que mettre ensemble les communales et les législatives, c'est jouer gros. C'est jouer gros et c'est pas mauvais. Et celui qui dira que ce n'est pas opportun, que ce n'est pas une innovation importante, je crois que celui-là manquera de sagesse. Parce que quand on faisait des élections à répétition, 91, 95, 96, 99, 2001, 2003, vous voyez, c'était assez répété. Quand on faisait ça, on perdait le temps. C'est comme si tous les ans, nous étions en compétition électorale. Ça nous fatiguait aussi. Ça ne permettait pas de mettre l'accent sur ce que les gens appellent aujourd'hui abusivement le développement. Et puis ça nous coûtait très cher. Donc, regrouper cela, c'est une bonne initiative. Est-ce que ça correspond au contexte? Oui, le Bénin est suffisamment majeur dans sa démocratie pour tenter des choses plus lourdes, plus difficiles. Donc, c'est une bonne avancée pour notre jeune État démocratique. D'accord. Alors, parlons justement de ces élections. La Sénat a proclamé les résultats des élections législatives avec un taux de participation de 36,73%. Que reflète selon vous ce taux de participation enregistré pour les législatives? Un désintérêt prononcé, un désamour prononcé de la part des citoyens. La vitalité démocratique ne se mesure pas seulement à l'aune des compétitions électorales. Ça s'apprécie au regard non seulement de la légalité, mais de la légitimité. La légalité peut être portée par les institutions, le pouvoir, les institutions, mais la légitimité est portée et vérifiée au niveau de la participation citoyenne.
Aujourd'hui, dans notre pays, il y a que les citoyens participent moins, sont moins actifs, à la limite sont moins intéressés. C'est leur chose. On a entendu ça, hein? Vous et moi, vous avez entendu. C'est leur chose. Les résultats sont connus d'avance. Et puis, non, nous on a faim. C'est pas la peine qu'est-ce qu'on ira faire là-bas? Mais qu'est-ce qui réellement justifie ce désintérêt-là de la population? C'est parce que dans notre pays aujourd'hui, le pouvoir d'État ne se joue plus, ne s'exerce plus comme un service. Ça s'apprécie par les dirigeants comme une autorité. Non. Le pouvoir d'État, le président de la République n'est pas le patron des citoyens. C'est le premier serviteur parmi eux tous. Le primus inter pares, le premier d'entre nous serviteur de nous tous. Mais quand le chef incarne l'autorité, quand il passe, tout doit baisser la tête. Quand il peut mettre le pied sur... Non. Un chef d'État, le titre est déjà suffisamment éloquent. Le chef de l'État, c'est un serviteur. Et quand il vit son pouvoir comme service, il n'y a rien à faire, il devient légitime. Il est porté par son citoyen. Est justifiée? L'autorité dont je suis en train de parler, que je suis en train de décrire ici, ça frise l'autoritarisme. Nous avons mis en place à la conférence nationale et au lendemain un régime présidentiel, pas un régime présidentialiste. Les institutions de la République, dont l'exécutif, chaque institution a son rôle, a son identité propre et son rôle, pouvoir et contre-pouvoir. Le chef de l'État, l'élu du peuple, président de la République, premier serviteur de tous, n'est pas le patron de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple qui incarne les desiderata du peuple. Ce sont les représentants du peuple. Et leur rôle, c'est 1. Les lois. 2. Le contrôle de l'action gouvernementale. Mais depuis quelques années, qu'est-ce qu'on observe? C'est pas seulement depuis 2016, hein. Je le rappelle pour les internautes et pour les plus jeunes générations. Moi, j'ai été ministre sous Mathieu Kérékou. J'ai pas été ministre de Mathieu Kérékou en tant que tel, j'ai été ministre de la République sous l'autorité de Mathieu Kérékou, chef de l'État. Mais à ce moment-là, le chef de l'État ne prenait pas l'Assemblée nationale comme une caisse de résonance. Mais à partir de 2006, quand le pouvoir a changé de camp, quand les jeunes des années 50 ont pris le pouvoir, après ceux des années 30, nous avons commencé à entendre de la bouche, d'ailleurs on l'a entendu de la bouche du chef de l'État à ce moment-là, quand je dis ping, il dit pan, ping, pan. C'était le chef de l'État en 2006, le régime de 2006, qui parlait de l'Assemblée nationale. Ping, pan, c'est-à-dire que je crie ici, il me répond là-bas. Donc l'Assemblée nationale était devenue une caisse de résonance. Et ça a continué, ça s'est amplifié. Et quand le pouvoir s'entend, quand le peuple n'a plus, je dirais, le contrôle, et quand les deux institutions au sommet de l'État s'entendent, c'est le peuple qui en pâtit. Ce sont les intérêts du peuple qui en souffrent. C'est le bien commun qui est menacé. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Sinon, le paradoxe que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui, c'est quoi? Les institutions de la République se renforcent. Tout le monde le constate. Les institutions se renforcent. À la limite, se modernisent. J'aime pas beaucoup ce mot-là parce qu'il est chargé de plein de contenu. Bref, les institutions se renforcent. Mais dans le même temps, l'intérêt du peuple, l'intérêt des citoyens se raréfie, se rétrécit. Le silence prend le dessus. Dans l'espace public, la parole politique n'est plus entendue. Or, sans parole, sans discussion, sans contradiction, sans remise en cause, la démocratie ne vit pas. La vitalité démocratique souffre. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Vous voyez? Donc les institutions, à elles seules, ne suffisent pas pour montrer la vitalité démocratique. Donc il ne suffit pas que les élections se passent plus ou moins bien. Oui, on a connu des élections le 11 janvier dernier, mais qu'est-ce que ça va réellement changer dans notre pays? Peut-être qu'en discutant,
je donnerai quelques explications. D'accord. Alors, selon les résultats provisoires rendus publics par la Sénat, l'Union progressiste, le renouveau arrive en tête à l'issue de ces élections. Je le disais tantôt avec 41,15% des voix devant le bloc républicain, 36,64%, tandis que les démocrates obtiennent 16,14%, la FCDE 4,86% et Moël Bénin 1,21%. À voir ces résultats, seules les deux formations politiques de la mouvance ont pu relever ce défi du seuil des 20% au niveau de toutes les circonscriptions électorales exigées par le code électoral. Est-ce là, selon vous, le résultat d'un travail acharné? Travail acharné qui n'a pas été fait à l'occasion des 2 semaines de campagne électorale, mais travail acharné qui a été fait depuis, j'allais dire, le commencement. Vous savez, on parle de système électoral, de processus électoral. J'ai l'avantage sur beaucoup de Béninois aujourd'hui, et c'est tant mieux pour moi, et en même temps que tant mieux, c'est une lourde responsabilité. Les jeunes d'aujourd'hui oublient assez facilement d'où est parti ce qu'on appelle l'épi. Hein? La plupart des citoyens disposent aujourd'hui de leur carte l'épi ou même leur carte d'identité, le CIP. Mais c'est parti d'où? C'est parti du régime Mathieu Kérékou. Et qui en a été l'auteur technique? Il s'appelle Adi Oualin et il est devant vous. D'accord? Toute la réforme qui a été initiée est de notre fait, du fait de ce gouvernement-là. Parce que on a constaté que le système électoral dans notre pays n'était pas propre, n'était pas correct, ne garantissait pas des élections transparentes. Tout au moins transparentes. Et Mathieu Kérékou m'a demandé, parce que moi je connaissais ça au niveau de la coopération canadienne où j'officiais avant d'entrer au gouvernement, il m'a demandé de prendre ça en charge. Nous avons travaillé des années durant pour proposer quelque chose. Mais puisque les hommes politiques n'aiment pas qu'on mette la lumière dans ces endroits-là, beaucoup nous ont combattus à ce moment. Nous, on était partis. Et après, on a constaté le reste. Sous Yahi Boni, ça n'a pas été bien fait. Sous celui-ci, le président Patrice Talon, ça a été nettement amélioré, nettement mieux fait. D'accord? Donc, je disais que le processus électoral, c'est pas le jour du vote ou les 2 semaines qui ont précédé, c'est depuis. Mais quand vous prenez le code électoral nous préparait à ces résultats-là. Quand on met article 146, 20% exigé, c'est de l'inclusion ou de l'exclusion. Les gens ont réagi en son temps. D'accord? Donc, les élections ont eu lieu, les résultats sont sortis, nous les prenons. Nous les prenons désormais. C'est ma position personnelle. On les prend. Parce que nous sommes dans un pays assez organisé, nous sommes responsables, nous sommes démocrates. Quand je dis démocrate, je ne parle pas de LD, le Parti démocrate. Donc, nous prenons les élections telles qu'elles se sont passées, nous prenons les résultats, nous les analysons et nous continuons progressivement la construction de notre pays. Hier, c'était hier. Ce qui a été fait par Patrice Talon, dont le régime est en train de finir, bien des choses ont été positives. Beaucoup de choses sont à revoir. Donc, ok. Article 146 du Code électoral en vigueur actuellement dans notre pays, 20%. Sur le terrain, malgré tout, ce sont ces 2 partis politiques qui les ont obtenus. Quid? On prend et on avance. Alain Adiou, dites-nous, ce dispositif des 20% favorise-t-il, selon vous, la stabilité politique ou constitue-t-il un frein au pluralisme? Stabilité politique relative, frein sûrement. Mais comme j'ai dit, nous prenons et nous avançons. Ce n'est pas parce que les résultats sont tombés. L'UP Le Renouveau aura 60 députés, le BR 49, que tout est fini, que la messe est dite. Une élection, c'est une virgule dans une longue phrase. Ils iront à l'Assemblée nationale. Le BR, si on fait un petit jeu de chiffres, était à 28 députés. Pour la 9e. 21 en plus. C'est comme si les 28 que LD avait, le BR a pris 21 et les 7 qui restent, c'est l'UP Le Renouveau qui a pris. C'est votre analyse. Non, l'UP Le Renouveau avait 53 et maintenant 60. 53 plus 7, ça fait 60. 49, c'est 21 plus 28. C'est juste un petit jeu. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire de façon très sérieuse,
théoriquement, on n'aura pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais on n'en a pas forcément besoin. D'accord. On n'en a pas forcément besoin. L'opposition politique n'est pas forcément l'opposition parlementaire. Ce n'est pas parce que des gens qui ne portent pas le pouvoir de la même façon, qui ne comprennent pas le pouvoir de la même façon que le président Talon qui s'en va bientôt, ne seront pas à l'Assemblée nationale, que ceux-là auront disparu. Une opposition sans élus, ça existe. Mais ce que cela entraîne ou cela implique comme responsabilité de la part des 60 et des 49, selon moi, c'est que l'un des deux, ou les deux ensemble, doivent cesser d'être ou de cesser de faire de l'Assemblée nationale la caisse de résonance. Les députés ne sont pas les accompagnateurs du pouvoir exécutif. Ce ne sont pas les accompagnateurs du président de la République. Ce sont les défenseurs, les représentants défenseurs du peuple, des citoyens. On est sorti de la conférence nationale en mettant en place de façon très forte une démocratie représentative, avec comme objectif de passer de la représentative à la participative. Démocratie représentative pour aller à la démocratie participative. La différence, c'est que de la représentative à la participative, il y a un grand effort national de partout de formation des citoyens. Parce que la vitalité de la démocratie ne dépend pas de la solidité des institutions. La vitalité de la démocratie dépend de la vitalité de la participation active citoyenne. Donc, quelle est la responsabilité des citoyens? Dans un pays où les citoyens se sont tus ou se taisent, la démocratie est en danger. Il faudra donc tout faire pour redonner à notre démocratie cet espace de parole responsable, parole juste. Donc les députés à l'Assemblée... Comment cela sera possible? Les députés à l'Assemblée doivent cesser en tout cas mon souhait, disait ma législature, ne pas être une caisse de résonance, ne pas faire de l'Assemblée une caisse de résonance. Travailler. Qu'ils se préoccupent des intérêts de tout le monde. Quelques exemples, je vais demander comment. Il y a des lois à l'Assemblée nationale qui ont été votées depuis 2019, qui ont été votées récemment, qui posent problème. Ils doivent pouvoir, ces nouveaux députés, dont beaucoup sont des anciens aussi, ils doivent pouvoir remettre en cause. Il faut qu'ils relisent ces lois-là. Pour dire, attends, il y a ici et là, c'est pas bien. Selon nous, aujourd'hui, c'est pas bien. Il y a des avancées. Vous allez me demander, est-ce que c'est possible? Je vous donne un seul exemple. Eux-mêmes, ils ont déjà fait ça. Sous le régime actuel, ils l'ont déjà fait. À un moment donné, ça doit être en 2021 ou même 2024, hein, à la dernière révision qu'ils ont faite avant le code électoral, ils ont mis dedans que le mandat des députés, c'est 5 ans renouvelable 2 fois. C'est eux qui ont mis ça dedans. On n'a même pas encore appliqué ça. Et le 15 novembre dernier, ils nous ont sorti un autre dispositif de la loi qui dit non, le mandat des députés, c'est 7 ans sans limite. Ça veut dire qu'ils ont relu. Il ne faut pas que ce soit seulement ce qui les intéresse, eux, de manière propre, qui fassent l'objet de relecture. Il faut qu'ils prennent en compte ce qui intéresse le peuple. Les députés, les intérêts du peuple. Par exemple, il n'y a pas d'eau partout. Le chef de l'État ou l'exécutif dit qu'il fait des efforts pour. Ils ont le pouvoir de contrôler. Surtout à l'occasion du vote du budget. Des centres de santé. Voilà. À l'occasion du vote du budget, le député a le pouvoir de proposer beaucoup de choses. Mais est-ce que dans la pratique, vous avez réellement le sentiment que ce contrôle-là sera effectif avec deux formations politiques, deux grandes formations politiques qui soutiennent rien que les actions... Mais c'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'on cesse de croire que le pays est divisé en deux et que les deux parties sont contrôlées, l'une par l'UP Le Renouveau et l'autre par le BR. Qu'ils se souviennent, vous avez parlé de 36%, 36-73%. Ça veut dire que 2 Béninois sur 3 ne sont pas sortis pour aller voter. Ils ne représentent que 40 et quelques pourcents de 36,7%. De 30 et quelques pourcents de 36,7%. Ils ne représentent pas 40 et quelques pourcents des 100%. D'accord? Donc, que leur victoire soit... Vous avez vu le geste. Et que sagesse pour sagesse, ils se disent...
Nous sommes là. La plus longue législature, 7 ans. Il ne faut pas qu'il nous fatigue. S'il fatigue le peuple, les citoyens, c'est pas bon. D'accord? Nous sommes dans un espace, dans un contexte où, et je l'ai dit tout à l'heure, le citoyen béninois ne se sent plus vraiment intéressé par la chose politique. Ça se lie à l'occasion des élections. Ici où nous sommes, je ne sais pas combien d'entre nous sont allés voter dimanche dernier. Et on n'a pas à les accuser, puisque le vote n'est pas obligatoire dans notre pays. Ne pas aller voter, c'est également une façon de se prononcer. Donc que les députés ne croient pas qu'ils représentent la totalité des Béninois et qu'il y en a qu'il y a un seul Béninois sur 3 qui leur a conféré ce pouvoir-là d'aller légiférer et d'aller contrôler l'action gouvernementale. Donc sagesse pour sagesse. On va y revenir dans la suite de notre émission. Mais avant, les partis FCBE Moël Bénin qui ont fait des accords de coalition parlementaire n'ont pas pu relever ce défi des 20%. Pareil pour les démocrates qui sont allés à ces élections tout seuls. Est-ce à dire selon vous que le problème ne se situe pas vraiment au niveau des accords? Non, non. Moi, j'ai souri lorsqu'on a parlé de 20% et après des accords de coalition parlementaire. Non. Mais même si faisons un petit exercice d'école. Le Parti Les Démocrates a eu au plan national 16, et quelques %. Ça veut dire que théoriquement, il a rempli les conditions de 10% au plan national. Au niveau national, il doit avoir au moins 10%. Donc, il a eu 16%. Donc, au niveau national, il a eu plus de 10%. Mais pour qu'il soit éligible, ce parti-là, pour qu'il soit éligible à la répartition des sièges, il faut qu'à lui tout seul, il ait au moins 20% dans chaque circonscription électorale. Dans ce cas précis, s'il avait eu 20% dans chaque circonscription électorale, il n'aurait pas 16%. Il aurait 20 ou 20 et quelques %. D'accord? Puisqu'il était tout seul. Okay. Des gens avaient dit à un moment donné que s'il s'était mis en accord de coalition parlementaire avec le bloc républicain et l'UPI, par exemple, politique. Voilà. Oui. Ensemble, ils auraient eu 20%. S'il était en accord de coalition parlementaire, lui et FCBE, théoriquement, si je fais 16 et 4, ça ferait 20. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On regarderait dans chaque circonscription électorale leur suffrage qu'on additionnerait. Ce n'est pas évident que les deux seuls fassent 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Mais s'il était en accord avec les deux autres partis, oui, il aurait ensemble les 20%. Mais ce que tout le monde ne sait pas, nous, les hommes politiques, je suis plus homme politique aujourd'hui qu'acteur politique. Parce que depuis mars 2024, j'ai laissé tomber tout ça pour rester seulement dans mon rôle d'homme de réflexion et homme politique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire. Il ne suffit pas de dire que le parti LD peut aller faire des accords de coalition parlementaire. On peut l'avoir dit, on peut l'avoir souhaité et ne pas avoir permis. Je vous donne un exemple, pas directement sur ce cas-là. Quand j'étais encore à FCBE, autour de mars 2024, qu'il y a eu le code électoral avec l'obligation d'avoir le parrainage. Le parrainage. FCBE avait, si mes souvenirs sont encore bons, 6 parrains, 6 maires qui peuvent parrainer. Et LD en avait 28. 28, c'était le nombre limite. Et quand j'étais encore conseiller politique à FCBE, on a retenu à l'occasion d'une rencontre qu'on devait faire tous ensemble avec les autres, que si FCBE et LD se mettaient ensemble, ça ferait 28 plus 6, je crois bien. Ça a été annoncé. Il y a eu un tollé dans les deux sens, positif et négatif. Positivement, c'est que les gens ont accepté, ah c'est vrai, même si des gens doutaient, est-ce que FCBE est encore vraiment de l'opposition, etc. Mais théoriquement, de l'opposition. Mais le tollé dans le sens négatif, c'est que ceux qui savent tirer les cordes
la nuit. Mais attention, jamais. Il ne faut pas que LD et FCBE s'entendent. Et ils ont travaillé à cela. Et FCBE et LD ne se sont jamais entendus. Si il avait eu cette entente, il n'y aurait pas eu défection. Il y aurait eu 28 plus 6, 34, et même s'il y avait quelques défections, ce camp-là de l'opposition aurait réuni les 28 députés. Donc, il y a des choses qui sont de couvent et d'autres choses qui sont qu'on peut rendre publiques. Le constat, c'est que malheureusement, LD n'a pas pu avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais je crois que les LD le savaient. Ils sont faibles à des endroits. Dans la 11e et dans la 12e circonscription électorale, le Grand Mono-Koufo, c'est pas sûr. Ils n'ont jamais pu avoir 20%. Or, la loi dit qu'il faut avoir 20% dans chacune. Donc, même s'ils regrettent ce qui est arrivé, s'ils dénoncent les irrégularités, je crois qu'ils ne doivent pas se convaincre que quelque part, c'était assez justice. Et justement, parlons des irrégularités qu'ils ont dénoncées sur le terrain, sans même les premières tendances officielles ou provisoires. Comment analysez-vous cette réaction de ce parti-là? Réaction normale et légitime. C'est une compétition électorale. Je rappelle qu'ils n'ont pas été les seuls. Hein. Il y a eu d'éminents membres du bloc républicain, pour ne pas nommer le parti, qui ont réagi assez violemment, assez fortement contre leur parti frère. Il y a même des militants responsables à différents niveaux du parti UDP Le Renouveau qui ont saisi la Cour suprême pour des irrégularités qu'ils ont constatées au niveau des élections municipales ou communales. Donc, les LD ils n'étaient pas les seuls. Mais c'est les seuls qui, de façon systématique, officielle, ont fait une rencontre, ont donné un communiqué. Mais ça montre justement que... Est-ce une stratégie politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, en eux-mêmes, je crois, sagesse pour sagesse, comme je prends l'habitude de le dire, ils doivent reconnaître que les chiffres correspondent à peu près à la réalité. Je ne dis pas forcément partout, mais à certains endroits. En allant à la compétition électorale sans accord de coalition parlementaire, je pense qu'ils doivent être convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir les 20% partout. Mais les irrégularités qu'ils ont dénoncées sont dénoncées également par d'autres. Ces irrégularités ont-elles mis en cause ou peuvent-elles mettre en cause les résultats? À mon avis, c'est non. À mon avis, c'est non. Mais ça dénonce quand même quelque chose qui ne suffit pas d'avoir des élections techniquement plus ou moins bien réussies et oublier que nous sommes dans un contexte de méfiance politique. C'est ce contexte-là qui est le plus important, dont il faudra se saisir rapidement pour corriger les choses. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Alors, l'Union progressiste Le Renouveau disposera de 60 sièges, voilà, 60 députés, le bloc républicain 49. Comment analysez-vous ce nouveau visage du Parlement béninois pour les 7 prochaines années? Un Parlement de consensus, de majorité renforcée ou de débat limité? Les deux derniers, je souhaite que ce soit, on constatera que, ou on peut déjà s'imaginer que ce sera un Parlement de débat limité. Et le souhait, c'est que ce soit un Parlement de consensus. J'ajouterais Parlement de responsabilité, un Parlement qui respecte les mandats que sont les citoyens, un Parlement qui prenne en compte, je l'avais dit tantôt, leurs intérêts, un Parlement qui se convainc que leur rôle premier, ce n'est pas d'accompagner le chef de l'État, mais de ne pas non plus le déranger, parce que le Parlement chez nous, même s'il y a un Sénat maintenant, le Parlement chez nous, ou si vous voulez l'Assemblée nationale, ce n'est pas un anti-pouvoir, ce n'est qu'un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir n'est pas un anti-pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis parlementaire que je suis strictement opposé
au gouvernement. Mais quand le gouvernement fait, j'ai comme fonction en tant que député, en tenant compte des intérêts de mes mandants, de regarder et de dire est-ce que ça va dans la direction de. Il y en a qui disent que c'est le chef de l'État qui définit la politique nationale. Mais il n'est pas le seul. Par exemple, la prise des lois. Les lois sont la prise est partagée par le gouvernement et l'Assemblée. C'est pour ça qu'on parle de projet et de proposition. D'accord? Donc, si le chef de l'État, le gouvernement envoie un projet qui n'est pas bien, on corrige. On a vécu ça, nous. Si le Parlement, les députés sortent une proposition de loi qu'ils conduisent à terme jusqu'à la voter, le chef de l'État, avant de promulguer, fait lire, peut demander une deuxième lecture. Quand les deux s'entendent, c'est le peuple qui souffre. Vous, en tant qu'analyste, lorsque les débats sont limités au Parlement, qu'est-ce qu'on peut vivre dans une république? N'oublions pas que les années en arrière, le Bénin a déjà vécu ce type de Parlement. Quand le Bénin a vécu en 2019 cette pratique parlementaire, vous avez vu que je me suis gardé jusque-là de parler de Parlement monocolore. Ça ne correspond pas à grand-chose pour moi. Les deux défendent, ou ont défendu jusque-là, le régime, le chef de l'État. Mais les deux sont de couleurs idéologiques différentes. L'UP, le renouveau, est progressiste. Le bloc républicain est libéral. D'accord? Si, sérieux pour sérieux, ils considéraient les différences d'analyse idéologique qu'il y a entre leur identité sur des sujets bien précis, on constaterait. Généralement, on dit que les libéraux se préoccupent de certaines choses. Les progressistes sont plus sensibles à l'humain. D'accord? Mais on doit pouvoir le constater. Il ne faut pas que ce qui les réunit soit nous sommes tous des soutiens au chef de l'État. Si c'est ça, c'est pas bon. J'ai appris récemment que ils se sont constitués en bloc présidentiel. C'est grave. C'est grave. Bloc présidentiel, ça veut dire que ils vont vivre un unanimisme à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est pas ça qu'on leur demande. Si c'est vrai que c'est le peuple qui les a envoyés massivement comme ça à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour qu'ils aillent continuer à soutenir les yeux fermés. Il faut qu'ils s'émancipent. Il faut, s'ils sont devenus de grands enfants, excusez-moi de prendre ça, cet exemple-là, il faut qu'ils coupent le cordon ombilical entre eux et leur père. Alors, lorsque vous dites qu'il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'une opposition au Parlement, est-ce que cela reflète réellement l'état démocratique d'un pays? Je vais y revenir. Permettez-moi d'avancer rapidement. S'ils ne se coupaient pas, s'ils ne s'émancipaient pas de la trop forte présence du chef de l'État, Patrice Talon, dans l'arène politique, s'ils ne prenaient pas leur identité, ce sont quand même deux grands enfants d'une même famille, mais qui sont différents. Probablement complémentaires, d'accord. Mais s'ils ne le faisaient pas, nous allons continuer à vivre la même chose. Et ce que nous vivons actuellement, je l'ai abordé très très rapidement, très subtilement, c'est chez nous actuellement, on observe une trop forte présence du silence. Le silence des intellectuels, le silence des cadres, le silence de la société civile, le silence des citoyens. Est-ce que ce silence n'est pas justifié? Le silence des syndicalistes, le silence même des religieux. Mais oui, c'est un silence justifié. Dans l'espace public aujourd'hui, la parole s'est tue. La parole politique s'est tue. Parenthèse. Je suis en train d'écrire un livre dont le titre est « Quand la parole se tait ». Par la grâce de Dieu, je vais le sortir dans quelques mois pour dénoncer justement. Parce que en tant qu'intellectuel, ce dont je me réclame fortement, j'ai dit que je suis un acteur politique,
il ne faut plus que dans notre pays, pour la vitalité de la démocratie, il ne faut plus que nous devenions absents. J'ai dit, c'est pas d'abord et uniquement les institutions qui garantissent la vitalité démocratique. C'est surtout, avant les institutions, les citoyens, la participation citoyenne. C'est ceux-là qui garantissent la vitalité. Ce sont les citoyens qui prennent leurs responsabilités. Si les citoyens ne veulent pas, le chef ne le fera pas. Si les citoyens disent non, le chef va rencontrer le nom des citoyens. Mais nous sommes dans un pays où les citoyens n'existent plus. C'est comme si nous dirigeons le pays sans les citoyens. Vous êtes d'accord avec On ne peut pas diriger un pays contre le peuple. En arrière, c'était pas comme mais ça. bien sûr. Mais qu'est-ce qui a changé? Mais ce qui a changé, je vous dis, ça s'est aggravé depuis bientôt 10 ans. D'accord. Ça s'est aggravé. Mais ça avait commencé. Je vous ai dit, ping-pong. Le gouvernement, le chef de l'État a pensé, depuis 2006, a pensé que le Parlement est une caisse de résonance. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les populations n'arrivent plus à s'exprimer? Bien sûr. Ça a fait que, depuis, on a observé que, progressivement, la place du citoyen dans la gestion de la démocratie, la place du citoyen a été rétrécie. Il y a des lois aujourd'hui qui vous interdisent de parler. D'accord? Il y a des mécanismes qui sont mis en place. Les mécanismes ne sont pas tombés à partir de 2016 seulement. Les mécanismes ont été préparés progressivement. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans un contexte de méfiance et de défiance politique et démocratique. Donc, on ne vivait pas ça avant. C'était à regretter et on le regrette. Il faut le regretter. Notre pays, qui était cité en exemple, c'était notre fierté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ah bon? Non, ce n'est plus le cas parce que la démocratie chez nous, la démocratie aujourd'hui chez nous est malade. Quand je dis ça, les amis de la mouvance s'arrachent les cheveux. Mais je suis dans le bon rôle aujourd'hui. Je vous le dis puisque je suis un acteur. J'ai été un acteur, je m'excuse, un acteur important. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs. Parce que le premier poste gouvernemental que j'ai occupé, ministériel que j'ai occupé, c'est chargé des relations avec les institutions. Ne serait-ce que ça. Donc, la classe politique béninoise, je la connais. Je les appelle tous mes amis. Nous nous connaissons. Et si moi, je me suis retiré, c'est parce que ce qui a été fait en 2006 et 2016 ne m'a pas beaucoup plu. Et j'ai pas soutenu le candidat de Yahi. J'ai plutôt accompagné la candidature de Patrice Talon, 2016-2018. Mais en 2018, j'ai observé que les choix politiques, les valeurs sur lesquelles les choses vont être construites par son régime sont à l'antipode des valeurs qui caractérisent, moi, ma vie en politique. Et je me suis retiré. Et j'ai observé, je me suis convaincu tout au long du chemin que je ne me suis pas trompé. Les choix faits par le chef de l'État, Patrice Talon, ne correspondent pas aux valeurs qui sont les miennes. C'est pour ça que je suis opposé à lui. Ça, c'est votre analyse. Oui, c'est moi, c'est ma position à moi. Mais quand quelqu'un parle qui n'est pas de la même conviction que vous, ce que nous avons observé, nous observons, c'est que la parole aujourd'hui, elle est verticale. Quand ce sont les autres qui parlent, je m'excuse, ils sont fous. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Et on fait tout pour les faire taire. C'est ça que j'appelle le silence grave. D'accord? Il ne faut pas que nous continuions, que les députés 10e législature, pendant 7 ans, il ne faut pas qu'ils nous obligent à nous taire. Parce que quand on oblige quelqu'un à se taire, on ne sait plus ce qui va se passer. Je finis par, vous savez, à la conférence nationale. Quand on s'est retrouvé à la conférence nationale, les 500 et quelques, quand on s'est retrouvé pendant la dizaine de jours, ce qui a marqué, c'est quoi? Entre eux et les acteurs, ils ont réappris à se pardonner. Ils ont réappris à mettre l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. Ils ont réappris à respecter le citoyen et à lui conférer le rôle le plus important, la participation dans la vie démocratique. Et le résultat, c'est comme si on a débouché la bouteille. Il y avait un trop-plein. Régime militaro-marxisme de Mathieu Kérékou. Il y avait un trop-plein et on a débouché ça. C'est ça qui a provoqué le multipartisme intégral. Quand on confine la liberté démocratique, c'est dangereux. D'accord.
Alors, la trêve politique que s'apprête voilà, à vivre le Bénin peut-elle contribuer à l'apaisement durable de la scène politique ou risque-t-elle de réduire l'expression démocratique? Je suis dans votre registre. Je prends l'expression trêve politique dans le bon sens. Sinon, dans un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient chercher? J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est comme si, en fond, on dit, et là, c'est comme si c'était le cas. Mais le régime actuel a conscience qu'il nous a beaucoup bousculé. Le chef de l'État a géré le pays d'abord et avant tout comme un chef d'entreprise. Il voulait des résultats au plan économique, au plan financier. Quid? Il en a obtenu. Mais qu'il accepte que des gens qui ne sont pas dans cette posture-là lui disent, Monsieur le Président, c'est bien, mais ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas. On veut autre chose. Nous ne voulons pas, je m'excuse, nous n'avons même pas le pain. Nous ne débordons pas de pain dans notre pays. Et nous courons après la paix. Eh bien, si on avait au moins l'un des deux, on se dirait, bon, d'accord. D'accord. Donc, je suis en train de dire que la trêve politique, c'est comme si cela a été imposé après avoir constaté que beaucoup de choses ont été bousculées. Il fallait donc que c'est l'un des mécanismes supplémentaires de nous faire taire. Ce que je dénonçais depuis toujours, enfin depuis tout à l'heure là. J'ai compris ça comme ça dans un premier temps. Mais après, je me suis dit, bon, si on dépassait cette première lecture de la trêve, mais la trêve ne nous empêchera pas, nous, citoyens, de parler. Il suffit, dans ce que je dis, il faut faire attention à quelque chose. Hein. Je ne parle pas de parler en désordre, de parler des agitateurs, ce n'est pas de ça que je parle. La parole dont je parle, c'est la parole juste, la parole vraie, la parole documentée, la parole réfléchie, la parole responsable. Et les acteurs, on les connaît. Si je prends les intellectuels, ça suffit. Les intellectuels qui ont déserté l'espace public, non. L'intellectuel a cet avantage-là qu'il connaît, il sait et il doit dire. Il doit dire. Il n'est plus à courir derrière le pain quotidien. Voilà, il se satisfait de connaître et de dire. Quand ceux qui savent dans un pays ne disent plus, c'est le pays qui meurt progressivement. Donc, la trêve politique, ça ne nous empêchera pas de travailler à renforcer la participation citoyenne. Quel serait justement l'avenir de ces partis politiques-là qui ne disposent pas d'élus ni de conseillers communaux pour les 7 prochaines années? Vous vous limitez à 7 ans, je comprends, hein, mais moi je vais au-delà de 7 ans. Ouais. Dans la Constitution, il est mis que le président de la République ou le duo présidentiel qui veut rempiler n'a plus besoin de parrain. C'est mis explicitement dedans. Prenons le cas de celui qui va être élu en avril, puisqu'il n'y a pas de deuxième tour. C'est comme si on jouait le deuxième tour dès avril, quoi. On aura ça, c'est votre avis. Bien sûr, c'est ma lecture. D'accord. Mais attends, si on a 2 candidats actuellement, et si on faisait l'élection en avril, et on va sortir un candidat, on va faire le candidat contre lui-même en mai, c'est ça que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas faire ça. Voilà. Si on avait plus de 2, je dirais que nous irions en mai. Donc, vous me comprenez très bien. J'ironise, mais c'est la vérité. Donc, nous allons finir l'élection présidentielle en avril. Et le nouvel élu va attendre mai pour prendre fonction. Ce sera 14 ans. Ce sura 14 ans. Ah bon, vous parce que celui qui sera élu, s'il fait bien, il va rempiler. 7 plus 26, là, ça fait 2033. Il va rempiler. 2033 plus, on sera en 2040. D'accord? Pour le même président, c'est ça? Oui, celui qui va venir en 2026. S'il fait 2 fois 7, 26 plus 14, ça fait 40. Donc, on sera en 2040. Et ces partis-là seront toujours... Non, mais attends, mais c'est de ça qu'on est en train de parler, là. Donc, et moi, j'ai dit, je ne me limite pas à 7 ans. Je vais à 2 fois 7.
Parce que, et je dis, hein, la loi révisée nuitamment par nos députés de la 9e, le 15 novembre dernier, c'est dit explicitement dedans que le président de la République, à toi le duo présidentiel, qui veut rempiler, n'a plus besoin de parrain. C'est de ça que je suis en train de parler. Celui qui va être élu, quel qu'il soit parmi les deux, si en 2033 il veut rempiler, il n'aura plus besoin de parrain. Actuellement, il n'y a pas d'élus en dehors des élus des deux partis, UP Le Renouveau et le BR. D'accord? Si en 2033, on faisait les élections, que c'est seulement l'UP Le Renouveau et le BR qui ont encore des élus, nous sommes partis pour 2040. La probabilité pour que ces deux-là conservent leur supériorité ou leur suprématie, la probabilité est très forte. Parce qu'actuellement, les partis politiques, on leur distribue 3 milliards de nos francs. Vous et moi, nous tous là, on prend 3 milliards de notre argent que nous allons rembourser, hein, vous, nos enfants, nos amis, etc. On prend 3 milliards qu'on leur donne comme soutien financier. D'accord? Financement public. Alors, avant, il y avait l'UP Le Renouveau qui prenait la plus grosse part, le BR, FCBE et LD. Maintenant, LD et FCBE sont partis. Les deux là vont prendre au prorata du nombre de députés qu'ils ont et du nombre d'élus communaux qu'ils auront. Donc, ils vont s'enrichir énormément. Alain, Ils ont beaucoup de cette partie-là. Oui, ils ont beaucoup de travail. Mais non, je suis en train de vous le dire. Mais les partis qui n'ont pas d'élus, ils n'auront pas de financement public. D'accord. Et outre le financement public. Mais vous pensez que sans financement public, non, sans financement, pas public forcément. Vous pensez que sans financement, vous pouvez travailler? Le service que rendent les partis politiques, c'est un service public. C'est un service public. Et puis nous avons déjà dit dans notre pays que ce n'est pas normal qu'on dise parti politique de telle personne, parti politique de telle madame. D'accord? On disait tel parce que ce sont ces gens-là qui amenaient les sous. Excusez-moi de parler aussi simplement. D'accord? Mais si c'est interdit aujourd'hui, on doit passer par le financement public. Que ces partis-là, 15 partis à peu près dans notre pays, hein, il y en a deux qui vont peut-être naître. Donc, il n'y en a que 2 qui vont mériter, qui vont avoir le financement public. Mais ils ont une longueur d'avance sur tous les autres. Pendant que eux, ils vont compter 1 milliard et quelques chaque année pendant 7 ans, les autres vont compter 0 francs pendant 7 ans. Vous voulez qu'on travaille de quelle manière? Dans quel équilibre? C'est pour ça que ces partis ont forcément besoin d'attendre un financement avant de travailler, avant d'enraciner leur existence. Mais madame, si vous n'avez pas d'argent, vous voulez faire quoi? Vous voulez vous déplacer pour aller parler à vos militants. Les militants ne cotisent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Nous sommes dans un pays où les gens ont du mal à faire ce geste-là, Est-ce que vous à êtes manger. en train de dire là que ces partis-là, forcément, vont disparaître? Je suis en train de dire que ce qui nous arrive là, c'est une nouvelle ère politique qui est en train de s'ouvrir et que les citoyens ont un rôle majeur à jouer. Les partis politiques qui n'ont pas d'élus ont l'obligation d'appuyer leur travail, si je peux m'exprimer ainsi, sur les citoyens pour leur faire comprendre que c'est eux, le peuple, c'est le peuple qui détient la souveraineté. C'est ça ma conclusion. D'accord? Si on ne fait pas ça, si on laisse les partis politiques, il n'y a que ces deux-là qui vont régenter notre pays ad vitam aeternam. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question avant de boucler. En février prochain, voilà, la 10e législature de l'Assemblée nationale sera installée. Quelle priorité majeure attendez-vous de ce nouveau Parlement, tant sur le plan législatif que celui du contrôle de l'action gouvernementale? Les deux n'ont pas le même nombre d'élus. L'UP Le Renouveau en a 60, le BR en a 49. Ceux qui ont entendu leur nom ont déjà jubilé, donc on ne va pas leur retirer ça. Ce sont des citoyens béninois, ce sont donc nos frères et nos sœurs. Ils vont se retrouver en position de travailler pour le pays. Donc je l'ai déjà beaucoup dit, hein, qu'ils travaillent pour le pays et non pas pour eux et pas pour le gouvernement. Première chose. Et deuxièmement,
si je peux me permettre de dire ça comme ça, celui qui a le plus faible nombre de députés, qui sera donc taxé de minoritaire à l'Assemblée, qu'il vive cette minorité-là de façon responsable. On n'a pas besoin de s'opposer. D'ailleurs, dans notre culture africaine, béninoise en particulier, opposition, on ne comprend pas très bien. Bon, d'autres occasions se présenteront en nous pour faire ce débat-là. Mais que le BR, avec ses 49, l'UP Le Renouveau avec ses 60, ne se contente pas seulement de défendre les intérêts du gouvernement, qu'ils travaillent chacun, et surtout le BR, à jouer la carte de la minorité pour mieux porter la voix du peuple. C'est ce que je souhaite le plus. N'oublions pas que les 6 députés ayant démissionné du parti Les Démocrates se retrouvent encore à l'Assemblée nationale pour cette 10e législature. Ah oui, oui, ils ont été pratiquement tous élus. Hein. Et il n'y a que... dans la 19e, il a été élu. Oui. Dans la 16e, ils sont 3 ou 4. Est-ce que vous pensez que leur expérience en tant que députés de l'opposition, est-ce que vous pensez que pour la 10e législature, ça peut avoir un impact? Non, d'abord, ils sont que 4 ou 5. Hein, 4 ou 5. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent sur 109? Et puis, s'ils étaient, je m'excuse, hein, s'ils étaient si démocrates, au sens valeur idéologique du terme, ils n'allaient pas valser comme ils l'ont fait. Alors, dis-vous, quel message adressez-vous au peuple béninois et à l'ensemble des acteurs politiques pour préserver la paix et la confiance dans les institutions et la vitalité démocratique du pays? La démocratie béninoise n'est pas en danger. Nous restons en démocratie. Mais la démocratie béninoise est fragilisée. À la limite même, elle est piégée. Et il n'y a que les citoyens pour la sauver. Pas les dirigeants. Les dirigeants se sont accaparés le bien démocratique. Si la démocratie est un bien, nos dirigeants, depuis 2006, se sont accaparés de ce bien-là. Or, ils ne sont pas propriétaires. Il est important que les citoyens retrouvent la sagesse, le combat citoyen, la veille citoyenne pour défendre leur démocratie. D'accord, merci beaucoup. Vous avez autre chose à ajouter? Non, sauf que je vous remercie beaucoup pour cette occasion que vous m'avez donnée. J'espère qu'il y en aura d'autres. Vraiment. Merci beaucoup, certainement il y en aura d'autres. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Suivez Prime News TV Monde pour ne rien rater de l'actualité.